Bon, bah merci d'être venus si nombreux. Bon, on est un peu venus avec la famille aussi, donc c'est pour ça que ça... Bonjour à tous. Non, les micros servent à rien. Ouais, les micros servent à rien, donc on va essayer de parler très fort. N'hésitez pas à dire si on nous entend pas. On va essayer de lever le ton. Donc bienvenue à notre présentation, Loïc et moi. Donc on va se présenter succinctement. Donc moi je suis Nicolas Carlier, je travaille à la société Worldline ici à Tours. On est tous les deux des produits locaux. Ça c'est important de le signaler. Vous pouvez nous trouver sur Twitter et sur GitHub. Je sais pas si Loïc tu veux dire quelque chose. Oui, je veux dire que moi je suis récemment chez GeoVélo. Enchanté. Merci à tous d'être venus si nombreux. Et encore une fois, je pense que vous êtes bien trop nombreux par rapport à tout ce qu'on a à vous dire. Mais bon. Et ouais, local. Et je l'ai pas fait aussi bien que Nico, mais voilà. Donc le besoin. Donc comme tout bon projet informatique qui se respecte, on a un cahier des charges, Loïc et moi. On a des besoins à exprimer, on voudrait domotiser notre maison. Mais voilà, donc on a des besoins fonctionnels, on voudrait le faire d'une façon, mais on a aussi un comment on voudrait le faire. Donc on a aussi des notions de besoins non fonctionnels. Donc là c'était histoire d'être un peu corporate sur la présentation. Et vous allez voir, ça va vite s'arrêter. Ouais, et comme tout projet informatique, évidemment, on s'est empressé de ne pas suivre ce qu'on s'était dit qu'on allait faire. Néanmoins, dans les objectifs initiaux, il y a le fait de monitorer. Domotiser, c'est bien, mais en fait, le premier, on va dire, des besoins, c'était d'avoir un feedback que notre maison ou que tout un tas de choses nous donnent des informations. Alors, les informations, c'est aussi varié que suivre sa consommation électrique, youpi, suivre la météo, quelle température il fait, dehors, dedans, être capable d'avoir des devices connectés, une boîte aux lettres, pourquoi pas, savoir qu'on a ouvert une porte ou savoir que les extraterrestres arrivent. Et derrière ce besoin de monitorer, c'est aussi d'agir. Agir sur la maison, contrôler simplement ses lampes, les allumer, les éteindre à la demande, contrôler ses prises, les prises connectées pour allumer des équipements, contrôler la température de sa maison, contrôler l'ouverture des portes, des fenêtres, des stores, et contrôler des éléments musicaux ou médias pour pouvoir animer, ambiancer la maison. Et Loïc, il essaye de contrôler d'autres choses. Ouais. Et après, on avait un certain nombre de volontés, de souhaits. Il y a plein de choses. Mickaël, ici présent, a présenté déjà un certain nombre de choses sur la domotisation. En fait, il y a plein de solutions pour faire. Nous, notre cahier des charges, c'était globalement que ce soit le plus déconnecté ou déconnectable possible. Donc on voulait avoir un mode hors ligne qui fonctionne, c'est-à-dire que si on a une coupure d'internet, on est encore capable d'utiliser des éléments dans notre maison, ça peut être pas mal. On voulait que ce soit green autant que possible. On peut se poser la question de savoir si c'est possible de rajouter des choses en étant green, on y reviendra un peu après. Que ce soit on a budget si possible, éviter de claquer des thunes dans ce système-là. Que ce soit du plus, et puis qu'on s'amuse avec notamment l'envie d'apprendre. Le plus important, c'est de faire ça par soi-même un maximum pour apprendre le plus et s'amuser, comme tu le dis. Petite partie théorique avant de commencer là-dessus, c'est que quand on veut domotiser sa maison, on veut équiper sa maison de plein d'appareils un peu partout, et on est confronté au fait de piloter ces appareils. Donc soit on a des câbles, soit on est capable de câbler les choses, mais généralement non, on utilise des technologies radiofréquences. Et quand on parle de technologie radiofréquence, on arrive un peu dans un univers assez vaste, où on est un peu perdu sur sa petite planète, parce que les technologies radiofréquences, il y en a plusieurs, qui ont tous leurs avantages, les avantages de leurs inconvénients. Donc là, l'idée, c'est simplement de faire un petit tour rapide de ces technologies et d'en parler rapidement. Donc on va commencer par la plus ancienne là-bas. Ouais, alors c'est un peu salaud de l'avoir mise tout là-bas, mais néanmoins, elle est quand même très utilisée. Donc le RF 433, donc 433 MHz. On est sur une portée qui est relativement correcte par rapport à tout ce qu'on a à vous présenter derrière. On est par contre sur du faible transfert, faible taux de transfert, une topologie potentiellement en étoile, c'est-à-dire qu'en gros on a un device qui va en capter plein d'autres. On peut en mettre beaucoup. Il y a un système d'adressage, on n'a pas trop trouvé de limite, mais on peut mettre beaucoup d'éléments. En termes d'efficacité énergétique, c'est moyen et surtout c'est très très variable selon le device que vous allez prendre. Ça peut varier énormément, notamment simplement sur un thermomètre. Selon les marques que vous allez prendre, vous allez avoir une durée de vie de 2 semaines à 2 ans, en gros.
Et on est sur quelque chose qui est de base pas super sécure, mais qui se sécurise via l'ajout de protocoles. De rolling code, ce genre de choses. Mais c'est vraiment un protocole assez ancien, du coup les devices sont assez peu onéreux. Ouais, c'est cheap. C'est cheap. Faut pas l'oublier quoi. Non. Il est vieux, mais il a vraiment son est intérêt utile, dans certains cas d'usage, vous le verrez, parce qu'on l'utilise pas mal. Donc après, on a beaucoup plus de protocoles maintenant numériques et beaucoup plus sécurisés et beaucoup plus normés. Donc ça va du Wi-Fi, Z-Wave, Zigbee, LoRa, Bluetooth. Chacun a ses avantages. Donc forcément le Wi-Fi qui est le protocole le plus commun, qui n'est pas forcément le plus adapté à ce qu'on appelle l'Internet des objets, parce que c'est c'est quelque chose qui consomme de l'énergie, qui est très utilisé, qu'on utilise tous les jours avec nos devices, mais qui a un certain nombre de limites. Il y a une capacité maximale du nombre de devices qu'on est capable de piloter. Et là, je ne vous mets pas ce que fait une box, parce qu'une box Internet, le nombre de devices que vous allez appairer, bah forcément, ça va très vite s'écrouler. Par contre, c'est une technologie qui est très adaptée pour les besoins de transfert massif d'informations, tels que des webcams ou ce genre d'éléments. Après, on a des technologies beaucoup plus adaptées à des faibles transferts tels que Z-Wave et Zigbee, qui sont là, cette fois en réseau de mesh. Donc, ils sont capables d'étendre la portée du réseau. Quand vous avez des problématiques de portée dues à des murs, etc., vous allez pouvoir équiper votre réseau satellitaire d'équipements actifs et passifs. Et les actifs vont participer au transfert de données et donc être capables d'étendre votre réseau et de dépasser les limites. Par contre, c'est des technologies avec des faibles data rates. Vous n'allez pas transférer de la vidéo dessus, mais vous allez pouvoir piloter des choses assez rapidement, à une certaine quantité, et aussi avec une empreinte énergétique très faible. C'est-à-dire que vous allez pouvoir équiper des équipements, mettre des équipements dans votre maison avec une simple pile et tenir 1 an, voire plus. Après, vous avez LoRa pour des besoins de longue portée. Dans le cadre d'une maison, 10 km ça fait beaucoup. Et le Bluetooth qui est très répandu, mais bon là c'est plus de l'IoT portatif, c'est ce que vous allez porter sur vous, vos montres connectées. Mais bon, l'intérêt du Bluetooth, c'est surtout le Bluetooth Smart qui est donc le nouveau Bluetooth Low Energy, c'est que vous avez la notion de réseau Scatternet, où là vous avez limite une infinité de devices à mettre en place. Bon, honnêtement, dans une maison pour l'instant on trouve très peu d'équipements de cette forme-là. On va parler un peu maintenant de hardware, parce que bon, c'est bien d'avoir la théorie, maintenant comment est-ce qu'on a mis ça en branle. On va recommencer avec notre 433 MHz. Donc en fait on trouve pléthore d'appliances déjà dans le commerce de 433. Je sais pas, vous avez peut-être des prises connectées avec une télécommande. Bon bah la plupart du temps on est sur du 433. Tout ce qui va être mesure de température, il y a aussi pléthore de choses qui fonctionnent en RF433. Il n'y a pas trop de contraintes sur la mesure de température au niveau sécurité, hein. On s'en fout un peu de savoir combien il fait dehors chez vous et combien il fait dehors chez le voisin. C'est pas trop grave. Tous ces devices, on peut les lire de différentes façons. Donc en mode DIY, on va pouvoir avoir des mini chips qui valent moins de 10 centimes et qu'on retrouve dans tout ce qui est boîte de jeux Arduino ou ce genre de choses. Donc là on va être sur vraiment du 433 précis et il va falloir qu'on fasse de l'interprétation derrière. Et après on a des sticks ou jusqu'au RFXCOM qui intègrent en fait toute une partie décodage de protocole et qui vont faire qu'on va être capable de s'appairer à tout un tas de devices qui embarquent un minimum de contrôle et de couches protocolaires. Donc du coup, ces appareils-là vont faire le lien entre les devices et le SI derrière. Et on va vous présenter à chaque technologie par la suite les devices et leur gateway et éventuellement leur remplacement. Donc dans le cadre de l'IoT, une technologie très répandue parce que peu onéreuse, c'est le Zigbee. Donc c'est quelque chose qui a été méchamment démocratisé par des marques comme Xiaomi, et Ikea s'y est mis, alors j'allais dire récemment mais non, ça commence à faire quelques années maintenant. Et toute l'IoT d'Ikea est basée sur ce type de télécommunication. C'est des télécommunications, donc un système de télécommunication qui demande peu d'énergie, qui a des couches de compatibilité, donc il y a de l'interopérabilité possible entre différents devices. Et voilà, donc là on a mis vraiment l'entrée de gamme, hein, parce qu'on peut avoir des éléments beaucoup plus onéreux, dispendieux comme diraient les Québécois, mais en fonction sur d'autres gammes de marques. À chaque fois
quand une marque propose ce genre d'équipement, il vient avec son hub, sa gateway. Alors là, pour le coup, vous êtes fermé. Vous êtes fermé généralement, c'est branché à leur cloud, un provider. Ces boîtes-là sont complètement opaques, open, justement, pas open et pas libre. Du coup, nous, ça allait pas du tout. L'idée, c'était de sortir de ça. Et le protocole Zigbee, justement, par son côté interopérable, vous avez des différents outils, différents constructeurs qui fabriquent, open source, des projets open source qui fabriquent des gateways que vous pouvez utiliser chez vous. Zigate, Cocorico, c'est français. Donc c'est un exemple où vous avez un packaging d'antennes Zigbee capable de piloter tous ces devices-là et d'avoir une belle couverture d'interopérabilité avec beaucoup de devices du marché. Mais il faut voir que les gateways externes viennent généralement avec des apps notamment. Enfin Xiaomi, je sais pas si vous avez eu l'occasion de tester, mais Xiaomi, on balance tout sur le cloud. Quand on installe l'app Xiaomi, ça fait un peu peur. Hein. Faut accepter la terre entière en fait. À chaque fois. Premier truc qu'ils font, c'est qu'ils envoient votre liste de contacts sur les. Mais par contre, ça vient avec tout un tas de fonctionnalités, la possibilité de faire des scénarios qui est plutôt bien gaulé. Quand on passe sur la Zigate, on a juste la capacité de communiquer avec le device. Après, c'est à nous de nous démerder. Ensuite, on a le Z-Wave. Alors moi je suis passé au Z-Wave un peu involontairement parce que j'ai fait une erreur de commande, parce que ça avait l'air vachement bien. Mais ça a un gros avantage, le Z-Wave, c'est qu'on n'est pas sur les mêmes gammes de fréquences. Zigbee, alors on a lu qu'il y avait plusieurs gammes aussi sur le Zigbee. Il se trouve que sur le Zigbee chez nous, la plupart du temps c'est du 2,4 GHz, donc ça se monte sur les pieds avec le Wi-Fi. Ça fait une gamme de fréquences qui est très bordélique, hein, même à la maison. Ça fait un peu grille-pain, il paraît. Ça se voit pas trop pour l'instant. Le Z-Wave est en 800 et des papouilles, 868. Du coup, si vous avez la chance comme moi d'être dans une plutôt vieille maison, avec des gros murs, ça marche nettement mieux. La portée est nettement plus efficace. Par contre, il faut aussi payer un peu plus. La gamme des devices est... on est globalement entre 30 et 50 balles par device. C'est pas la même, quoi. Mais c'est du réseau de mesh et la portée est vraiment bonne. Et puis en prime, vous avez le droit de racheter une petite gateway qui va bien, une de plus. Donc enfin le Wi-Fi, donc Loïc et moi, donc Loïc est équipé d'un Google Home, moi d'une Alexa, donc c'est des devices Wi-Fi. Bon, l'idée c'est pas de les hacker ou de les piloter, hein, mais c'est d'interagir quand même avec pour permettre de domotiser la maison de manière vocale. Donc ça, on n'a pas vraiment trouvé d'alternative par rapport à ça. Mais il en existe. Oui, il en existe. Mais on reviendra un peu là-dessus. Moi, elle n'existe plus chez moi. Après le Wi-Fi, c'est honnêtement sorti des besoins de caméra. Donc là, c'est une caméra Xiaomi sur laquelle je pourrais vous montrer, il y a un projet open source qui permet de la hacker pour la sortir de cloud de Xiaomi et de flasher son firmware. Mais hormis ces besoins vocaux médias, le Wi-Fi, c'est vraiment pas adapté à l'IoT. Et pourtant, on a toute une gamme dans le commerce de lampes ou d'autres devices qui sont en mode Wi-Fi. Ce type de device est assez peu onéreux, mais a quand même une sacrée empreinte écologique dans le sens où quand votre lampe est pétée, vous mettez un ordinateur à la poubelle, littéralement. Donc c'est pour ça que ce genre de truc on essaye d'éviter d'utiliser. Et le dernier, c'est un petit Bluetooth. Ouais, c'est des testeurs d'humidité pour des plantes. Ça existe en Bluetooth essentiellement. À savoir qu'il ne faut pas les mettre dehors parce que ça c'est pas étanche. C'est pas étanche. Dommage. Et ensuite, on a toute une gamme de hardware qui sont aussi Wi-Fi, avec des petits chips qui font un peu tout. Des SoC. Des systèmes on a chip. C'est donc un microcontrôleur qui va embarquer un processeur, de la RAM, tout ce qu'il faut, plus la pile réseau et la pile Wi-Fi, enfin la câblature Wi-Fi pour justement avoir tout en un. Et sous cette forme de petits machins là. Et ça fait toutes ces choses là. Donc en fait, typiquement dans la lampe qu'on a vue avant, il y a des chances qu'on retrouve un de ces devices qui fait un peu tout. Ces devices sont assez chouettes. Ils peuvent être packagés aussi bien en mode ultra minimaliste. Attention, le dernier là-bas, ça marche en 3,3 volts. Il y en a beaucoup qui crament.
Après, on a une board qui est plus orientée développement type Arduino. Donc on appelle ça des protoboards. On prend du 5 volts, on a plein d'entrées d'IO, etc. Et ensuite, en fait, ces mêmes devices se retrouvent dans d'autres devices qu'on peut acheter différemment. Donc, on a le Shelly qui existe sous ce format-là ou en format prise, enfin tout un tas de trucs qui est relativement peu onéreux. Et ensuite, la gamme des Sonoff. Pareil, donc qui embarque ces trucs ESP, donc c'est Espressif, c'est la boutique qui a fait ça. Donc ces jolis petits processeurs peuvent se hacker facilement. Donc c'est-à-dire que soit le Shelly ou Sonoff, ils viennent avec leur application, mais on est capable de venir les flasher et de mettre un firmware alternatif, celui qu'on aura choisi, qui va globalement nous simplifier la gestion, c'est-à-dire qu'on va pas avoir à faire de code complexe, on va attribuer des pins à certaines fonctionnalités. Est-ce qu'on veut que ce soit des entrées, des sorties? Et globalement, ce qu'on va leur demander, c'est d'être câblé à un broker MQTT. Et c'est à partir de là qu'on va lire des infos et venir les piloter. On vous en a mis trois qu'on a testés en bas, ESP Home, ESP Easy et Tasmota. Et il y en a un autre qui tourne en ce moment, c'est ES Purna, parce que je crois que c'est un peu espagnol ou catalan. Donc voilà, ça fait globalement la même chose, c'est assez basique. On installe ça et on est capable de faire des trucs avec en entrée, en sortie et de les connecter à peu près à ce qu'on veut. Il faut vraiment voir ça comme des distributions, type distribution Linux, qui viennent avec leur niveau de fonctionnalité avancé ou non. Il faut savoir que vous êtes quand même capable de programmer en mode bas niveau, si vous le souhaitez, en C ou même dans d'autres langages, ces processeurs, pour notamment exploiter tout ce qui est mise en veille, pour faire en sorte que ces devices durent très longtemps dans le temps, soient réveillés sous forme d'interruption et avoir l'empreinte énergétique la plus basse possible, quoi. Donc toujours dans le côté microcontrôleur, bon ça c'est le basique du basique, hein, c'est ce qui est vraiment vulgarisé l'électronique et la domotique en mode do it yourself dans le monde. C'est le projet Arduino qui a connu un succès phénoménal, un peu comme Raspberry, qui est donc le fait d'avoir un microcontrôleur que vous allez pouvoir programmer très simplement avec un langage de haut niveau assez simple, un IDE qui est fourni, et va pouvoir vous permettre de piloter les différentes pins analogiques ou numériques en entrée et en sortie pour pouvoir interagir avec tout un ensemble d'éléments. Il y a beaucoup de kits qui sont vendus clés en main, c'est vraiment très ludique, où on vous donne un Arduino plus des petites micros, des boutons poussoirs, des boutons poussoirs, des LED, etc. Et vous vous amusez avec. Et c'est un bon début pour rentrer dans cet univers de hacking. Et reste que, comme on l'a dit, on voulait que ce soit autonome, entre guillemets, c'est-à-dire que ça puisse être déconnecté, donc ça nécessite quand même qu'il y ait un élément serveur à l'intérieur de la maison. On peut faire ça simplement avec une box, avec un Raspberry par exemple, ce genre de choses. Il y a aussi des box à base de Raspberry qui existent toutes faites. Il se trouve que, dans le but de mutualiser, nous on a des serveurs qui font aussi serveurs de fichiers, serveurs de partage de fichiers, enfin ce genre de truc, donc qui nécessite de la place et accessoirement ça fait tourner une Debian et ça sert de serveur. Donc on a opté pour des petits HP ProLiant de différentes générations suivant l'âge à laquelle on les a achetés. C'est blindé de disques, on peut en rajouter un cinquième à la place du lecteur CD tout là-haut. Ça marche vraiment bien, il y a plein de ports USB, c'est vraiment orienté serveur, donc il y a deux prises réseau, on peut venir piloter, rebooter le truc, enfin ça va assez loin, c'est vraiment comme un petit serveur, c'est plutôt bien gaulé et ça marche très très bien. C'est très robuste, hein, c'est la 2 chevaux des serveurs, hein, le mien il a 9 ans, donc je suis plutôt fier. Et ça consomme relativement peu, on y reviendra aussi un petit peu à la fin. On vous a mis quelques liens sur différents projets, les frameworks SP, les outils pour hacker les caméras Xiaomi, la Zigate pour faire du Zigbee. Bon. Donc maintenant un petit tour sur l'architecture logicielle. Ouais, parce que c'est bien beau d'avoir tout ça, maintenant il faut en faire quelque chose. Donc du coup on a essayé de vous décrire à peu près la stack, c'est à peu près la même chez Nico et chez moi, avec des éléments en plus en moins, mais le squelette reste le même. On a des éléments qui communiquent avec les gateways qui se trouvent complètement à gauche là-bas. Donc selon le protocole, on se tape une gateway à chaque fois. Attention du coup, ça veut dire qu'il faut mutualiser si on veut éviter que ça fasse sapin de Noël sur le serveur.
On a aussi des devices qui, eux, sont plus intelligents, donc la famille ESP qui communique directement avec le broker MQTT. Sinon, on a la possibilité de passer éventuellement par un hub. Si on veut pas se retaper tout ça à la main, comme a fait Nico, on peut passer par un hub qu'on a appelé RF Gateway. Ça sert globalement de référentiel de device. Ça évite d'avoir à tout ressaisir à chaque fois. C'est vraiment juste un facilitateur pour enregistrer tous ces éléments et être capable de les retrouver à chaque fois. Il a sa propre base de données. Derrière, cette gateway, on parle de toute façon en MQTT. Et une fois qu'on est rentré dans ce broker, le broker est consommé par Node-RED. Alors MQTT, c'est pas anodin d'utiliser ça, hein, c'est le broker par excellence de l'IoT. Pourquoi c'est utilisé? C'est parce que en termes de stack logiciel, elles sont très petites et du coup facilement embarquables dans des devices. Et l'usage, la consommation, l'énergie nécessaire pour envoyer des messages est beaucoup plus réduite que du protocole classique HTTP ou autre. Donc c'est pour ça que MQTT a un succès vraiment important sur tout ce qui concerne l'IoT. Même si au final nos devices ESP ils fonctionnent pas sur batterie, mais bon. Une fois qu'on arrive dans le hub, donc la gateway IoT, c'est Node-RED. Donc on vous en parlera un peu plus après. C'est vraiment l'intelligence du système, elle est là. C'est avec ça qu'on va faire de la conversion, faire du pilotage, transmettre les messages. Et en gros s'interconnecter avec tout et n'importe quoi. C'est vraiment super intéressant, surtout dans tout ce qui est embarqué, dans tout ce qui est IoT, puisque c'est orienté message. En gros, on va déclencher des flows à chaque message et c'est complètement adapté à notre usage. Ensuite, on n'est pas fermé au monde extérieur. Quand ça marche, ce qui est globalement le cas tout le temps, et ben on peut utiliser Internet et toutes les composantes qui vont avec, que ce soit du Alexa, du Google, pour venir déclencher des actions chez nous. On a aussi la partie émission de données, parce que si on veut fonctionner en mode alarme par exemple, on veut être notifié de quelque chose, on utilise du push-over. Et on a les retours aussi, on peut demander à Alexa quelle température il fait, et du coup on a le retour. Donc ça c'est pour la partie connexion avec le monde extérieur, sachant que si le monde extérieur n'est pas là, ça continue de marcher. Ça veut dire aussi que dans les choix de device qu'on a fait avant, on n'a pas d'interrupteur qui serait que Wi-Fi par exemple. On a que des choses qui viennent se surrajouter à des éléments mécaniques qui marchent déjà. Ensuite sur la partie basse tout d'abord, on utilise quelquefois des webhooks, principalement pour aller faire du traitement sur le serveur directement. Je vous conseille le petit webhook D. Comme ça au passage, il est vraiment bien. En l'occurrence, c'est Nico. C'est de l'autopub. C'est Nico qui l'a développé, mais ça fait vraiment le travail d'appeler une URL et d'appeler un script derrière. Et ensuite, la partie de droite, donc c'est la partie où on va pousser nos données, notre entrepôt de données, et où on va aller requêter pour grapher simplement, comme on ferait sur des métriques lambda, quelle température il fait, quelles sont les courbes d'évolution de la température, quelles sont les courbes d'évolution du... Ah voilà, on a fait time out. Quelle est la courbe d'évolution de la console électrique, etc. On va vous la présenter juste après. Et faire aussi l'alerting, c'est-à-dire en fonction d'événements, de déclencher des alertes qui viendraient faire une notification sur votre montre depuis pushover, déclencher Alexa, ou nous alerter qu'il y a un événement se passe dans la maison, ou déclencher une capture vidéo, ce genre de choses. Petit focus sur Node-RED. Donc Node-RED, c'est un projet en Node.js qui a beaucoup de succès. Il faut voir un peu ça comme une sorte de Scratch. Vous allez faire du développement visuel. C'est à la fois une plateforme de développement et d'exécution. Vous faites les deux sur le même environnement. Et vous allez décrire votre process d'exécution en choisissant des nœuds sur le côté. Et basiquement, vous allez avoir des notions de flow, de flux, où vous allez avoir des nœuds en entrée. Vous allez pouvoir router ensuite des messages vers d'autres nœuds et ainsi de suite, et composer ainsi toute votre logique d'orchestration. C'est un système extensif, vous pouvez développer vos propres nœuds, c'est assez facile. Moi j'ai dû en développer un pour faire de l'OpenID Connect pour pouvoir brancher ça avec Alexa. Et
c'est un exemple tout en haut, mais là vous avez un accueil MQTT donc qui est connecté à MQTT, qui va recevoir des messages sur un topic particulier, qui va le convertir en JSON, qui va faire un mapping de messages pour extraire des informations intéressantes et en fonction envoyer à différentes sorties. Donc une qui va dire bah là c'est une métrique, je vais aller créer une métrique dans ma time series database. Ah là c'est des informations pour allumer, éteindre des lampes, donc j'envoie ça à un autre flow qui est ailleurs, qui va gérer les lampes de la maison. Inversement, ouverture, fermeture de porte, qu'est-ce que ça va déclencher un autre flow qui va gérer ces ouvertures et fermetures. Des températures, un système de notification, des envois de notifications push, mail, etc. Vous allez pouvoir composer toute votre logique comme ça, de manière visuelle. Et il faut voir que Node-RED vient aussi avec une UI. Donc si vous n'avez pas envie de recoder un truc compliqué, Node-RED UI vous propose en fait une palette de boutons, d'éléments graphiques que vous allez pouvoir orchestrer pour venir derrière soit lire, soit piloter d'autres nœuds dans Node-RED et du coup venir faire des actions comme aller réécrire sur une queue MQTT pour piloter des devices. En l'occurrence, chez moi, j'ai fait le choix d'avoir tout ma seule porte d'entrée. J'ai viré Google et quand c'est pas automatique, c'est piloté par Node-RED UI. Donc maintenant un petit focus sur donc les métriques. Donc nous on a fait le choix d'un couple, hein, c'est InfluxDB et Grafana. InfluxDB c'est le choix d'un couple. Pardon. C'est une time series database, donc c'est une base de données qui est optimisée sur le stockage des données temporelles. Vous pouvez aussi entendre parler de Prometheus, mais c'est des bases de données radicalement différentes. InfluxDB est en mode événementiel, c'est-à-dire qu'elle va s'attendre à recevoir des événements. Elle est en mode push, elle ne va pas aller chercher des métriques, elle va attendre, elle va recevoir des événements temporels. C'est important parce que si jamais vous avez beaucoup d'événements qui rentrent, bah, vous allez forcément avoir beaucoup de besoin de stockage de ces événements et ça va prendre du temps de processing. Donc vous allez avoir certainement besoin de faire du downsampling, de réduire ça, d'étaler ça sur du temps. C'est ce que va vous permettre InfluxDB. C'est un time series database mais qui vient avec tout un ensemble d'outillages. Donc déjà elle va collecter les données et les mettre en base de données, mais elle va aussi vous donner un système, ici un dashboard de requêtage. Avec un langage de requêtage extrêmement puissant qui s'appelle Flux, qui est une espèce de langage de scripting en mode pipe, avec tout un tas de fonctionnalités, il y en a vraiment beaucoup, on pourra faire une démonstration si vous voulez, où ça permet donc de récupérer les métriques, de faire des transformations dessus, de créer vos propres méthodes pour venir agréger, transformer, faire des calculs complexes, appeler des éléments extérieurs. Typiquement, moi ça me permet aussi de calculer le coût de ma consommation par rapport au coût électrique. Pas d'alcool. Donc vous pouvez faire des dashboards, vous pouvez faire des tâches pour venir justement retravailler les données, pour les transformer, les corréler, les mettre ensemble. Et il y a aussi un système alerting basé sur des seuils ou de la saisonnalité pour dire bah là il y a un truc qui est bizarre, la porte est ouverte depuis trop longtemps, ce genre de choses, et déclencher des alertes. Il s'avère que derrière, c'est pas ce dashboard InfluxDB qu'on va utiliser, mais plutôt Grafana. Pourquoi ? Bon, déjà, c'est parce que c'est quelque chose qui est multi-data source. Grafana va vous permettre de vous brancher à différentes data sources comme InfluxDB, Prometheus, Loki, Elasticsearch, différentes bases de données pour pouvoir collecter, agréger et gérer vos métriques en un endroit central. Donc vu que je collecte des métriques un peu à d'autres endroits comme Loïc, bah, c'est Grafana qu'on va utiliser. Et Grafana embarque aussi son système d'alerting. Donc du coup, tout ce qui est dashboarding et visualisation va être géré par Grafana. Donc là, c'est un exemple du dashboard de ma maison où vous avez la monitoring des températures, de la pression, de différentes et la consommation énergétique de la maison. On reviendra là-dessus plus tard. Des petits liens, encore une fois, sur des librairies particulières qu'on utilise sur Node-RED. Et encore de l'autopub sur le serveur de... Grosse autopub, là. Grosse autopub. Hop. Bon après, du coup c'est bien, on vous a fait un peu de théorie, on vous a expliqué le hardware, le software. Concrètement, qu'est-ce qu'on en a fait ? Du coup c'est assez intéressant parce que maintenant on va avoir un peu de recul sur tout ça. Donc on va vous présenter ce qu'on a fait et derrière on va essayer de vous dire ce qui a marché et ce qui n'a pas marché entre guillemets. Moi ça a commencé avec une veilleuse, c'est ballot hein. J'ai une maison avec des escaliers donc j'ai tenté de faire un capteur solaire avec un capteur de luminosité avec les capteurs Xiaomi en fait qui renvoient une information de luminosité
En fait, ça marchait pas du tout, les seuils étaient pas du tout adaptés. Du coup, ça s'est transformé avec un ESP. Donc moi, j'utilise le Wemos D2, ça s'appelle. C'est un packaging qui est plutôt adapté et qui est relativement simple, avec une pauvre résistance une photorésistance. Ça fait maintenant 3 ans que ça tourne et ça marche vraiment bien. J'ai changé le firmware entre les deux pour essayer Tasmota. Juste ça marche. Ça me renvoie toutes les X secondes une information MQTT pour savoir ce qui se passe. Et en fonction de ça, c'est le jour, c'est la nuit. On va adapter les différents scénarios qu'on a depuis Node-RED. Donc, on parlait du protocole 433. Moi, j'utilise pas mal pour piloter des prises peu onéreuses de Prises connectées, des lambda. prises connectées. Mais j'ai aussi des stores Somfy RTS. C'est l'ancienne norme de Somfy. Et c'est des stores donc, qui sont pilotés en 433 MHz. Sauf que Somfy, c'est des petits malins. Leur but dans la vie, c'est de faire en sorte que ça soit pas interopérable et de verrouiller la chose au maximum. Donc, c'est pas du 433,92 MHz, mais du 433,24 juste pour que ça soit absolument incompatible avec toutes les autres normes. Bon, sauf que c'est pas si compliqué à hacker, hein, parce que vous prenez ce petit module chinois qui vaut 70 centimes, vous dessoudez le quartz qui est à 433 et vous mettez le quartz qui va bien, qui est à 433,24 MHz. Et là, vous êtes capable de piloter les volets Somfy, et comble du bonheur, vous êtes capable de piloter aussi les autres prises, parce qu'elles sont ultra permissives, pour le coup, sur la gamme de fréquences. Donc du coup, avec un seul élément, un petit Arduino Uno, et ce petit module, pour en gros 10 €, vous êtes capable de piloter vos modules Somfy, RTS, hein, j'insiste, et toutes vos prises connectées. Vous pouvez le faire avec des systèmes complètement packagés, type RFXCOM, c'est pas le même montant, mais par contre c'est clé en main, hein. Vous n'avez rien à bidouiller ou à coder. Là, j'ai dû coder mon propre firmware. C'est de la bidouille de feignant, quoi. À noter qu'il y a le lien là, sur ce lien là, donc sur le repository GitHub, vous avez le firmware qui vous permet de piloter, enfin que j'ai développé, qui permet de piloter l'ensemble de ce petit module. Il y a une démonstration de vidéo, mais là c'est un PDF, donc c'est naze les PDF. Ça c'était aussi une des premières applications de pourquoi j'ai fait de la domotique, c'était de rabattre la température de ma mezzanine vers le bas. Donc j'ai acheté un gros ventilateur et je me suis dit waouh trop bien, mais en fait allumer éteindre le ventilateur ça m'a vite saoulé, donc je me suis dit qu'il allait falloir mettre un peu d'intelligence sur ça. Donc ça s'est passé juste avec du radiofréquence, avec un thermomètre en haut, un thermomètre en bas, et aussi du radiofréquence pour piloter le ventilateur. Alors en l'occurrence lui avec pareil un protocole un peu particulier. Il faut veiller à ce que vous preniez des mesures de température suffisamment proches, donc évitez le Zigbee par exemple qui va vous envoyer une information toutes les heures en moyenne. Donc quand vous allumez le poêle, ça peut mettre longtemps avant de se déclencher. Donc c'est pour ça qu'on passe sur du radiofréquence pour avoir du sampling nettement plus fréquent. Et au final, ça fait 3 ans et ça marche toujours très bien. Donc les compteurs électriques, même avant Linky, ont tous une fonctionnalité, c'est qu'ils ont la notion de téléinfo. C'est 2 petites bandes que vous pouvez utiliser. Ces bandes, elles sont toutes bêtes, elles vous envoient un signal série qui envoie des informations codées sur toutes les informations de votre compteur et sur votre consommation, et sur le passage en heure creuse, heure pleine. Tout ça, vous pouvez le récupérer par vous-même. Vous avez des modules tout faits qui vous permettent de faire ça. Mais il faut savoir qu'avec un simple optocoupleur et un transistor, merci, on est capable de faire une isolation galvanique avec le signal série envoyé par le compteur. Le compteur, merci, et de décoder, de récupérer ces informations, de les décoder et de les envoyer à votre time series database. Donc là, c'est un petit truc maison, hein, qui permet donc de récupérer de manière ultra fréquente et très précise toutes vos consommations énergétiques de la maison. Ah, faites gaffe, ça meurt vite les petits trucs là, vaut mieux les mettre sur des portes brush. Quand on les soude, ils ont tendance à mourir très facilement. Il faut faire attention encore en soude. Donc ça c'est le Téléinfo Scrapper, et après vous avez le R Téléinfo Scrapper. Donc ça c'est la version avec un ESP, c'est aussi connu sous le nom de Wi-Fi Info, Téléinfo, Wi-Fi Info. Donc ça fait la même chose. Avec un petit ESP quand on n'a pas la chance d'avoir son PC à côté du compteur, c'est encore possible. Et depuis l'année dernière, je crois que c'est le monsieur qui a fait la Z-Gate
qui propose la même chose en mode auto-alimenté depuis les pins de sortie du compteur. Ça vaut un peu cher, je crois, ça vaut 40 ou 50 balles, mais c'est tout packagé et c'est auto-alimenté, ça évite d'avoir une alim et une breadboard qui prennent la poussière. Donc moi j'ai des radiateurs électriques à la maison, donc ils sont pilotables par fil pilote. J'avais beaucoup de chance parce que 2 fils pilotes de 2 zones arrivaient donc à mon compteur, mais étaient pilotés par un truc temporel, un peu analogique, un peu bizarre. Du coup, je me suis intéressé aux signaux de fil pilote. C'est très simple. C'est en fait un jeu sur des sinusoïdes. Et c'est un jeu sur des sinusoïdes que vous pouvez obtenir simplement avec 2 diodes en fonction du courant que vous donnez et de l'activation. Du coup, c'est quelque chose de reproductible avec ce qu'on appelle des relais. Et j'ai donc acheté un Sonoff 4 voies, 4 relais. Donc ça fait 2 jeux de 2 relais et je suis capable de piloter 2 zones comme ça. La petite magouille, c'est qu'il faut simplement percer les pistes pour mettre à la place les diodes pour pouvoir justement avoir ces deux catégories de signaux. Et en fonction de l'ouverture ou fermeture des relais, vous êtes capable de simuler tous les ordres, enfin seulement 4, parce que maintenant il y a des signaux des pilotes info qui sont un peu plus compliqués, ouais. Mais en tout cas ces quatre ordres là. Et du coup je l'ai branché sur mon compteur avec un Sonoff 4 voies. Moi j'avais tenté la bidouille, en l'occurrence ça n'avait pas fonctionné sur certains radiateurs. Il y a un problème de renvoi électrique. Mon radiateur de salle de bain, c'est pour ça qu'il est passé en Z-Wave en l'occurrence. Ah quand vous habitez à la campagne et que vous avez besoin d'avoir une information comme quoi il y a du courrier chez vous, bah, potentiellement ça peut être intéressant de venir faire une boîte aux lettres électronique. Donc la e-mailbox, il faut voir que ça c'est un truc que ça doit valoir 2 € je crois. Donc on est sur du radiofréquence. La seule subtilité ça a été de mettre en place l'aimant au bon endroit pour qu'il capte aussi bien l'ouverture de la porte que l'ouverture du clapet. Voilà. Et après il y a une petite antenne supplémentaire qu'on devine derrière la box là, histoire d'augmenter la portée. Mais voilà, c'est relativement basique. Ça envoie une salve de je suis ouvert qu'il faut traiter derrière, mais après bon, c'est plus facile. Moi j'ai une petite installation home cinéma à la maison et j'étais très fier d'avoir une télécommande Logitech d'activité qui permettait de tout allumer, tout piloter, enfin c'était trop bien jusqu'à ce qu'elle meure. Logitech a sorti des modèles bien trop chers et ensuite a arrêté complètement de faire ça. Heureusement avec un petit ESP et une petite LED infrarouge, vous êtes capable de simuler ça, de faire une télécommande, tout ce qu'il y a de plus basique. Et la notion même d'activité, mais en fait c'est simple, c'est simplement le séquençage des ordres de vos différents équipements. Du coup, en faisant votre propre petit protocole maison, vous êtes capable de caler sous vos meubles un petit device comme ça et de piloter l'ensemble de vos équipements d'home cinéma de manière homogène grâce à votre application, une petite application mobile. On a bien calé sous vos meubles. Hein. Amusez-vous pas à mettre ça sur un meuble, ça marche pas. Il faut que ça soit un peu directionnel. Sous le pied du meuble, ça marche pas. Et ça pilote aussi les vieux aspirateurs Roomba qui est pas intelligent du tout, qui foncent dans les murs. Alors moi j'ai un puits à la maison et j'avais envie de pouvoir mettre l'eau du puits dans les toilettes. Du coup j'ai opté pour une valve connectée, une valve 3 voies, histoire de pouvoir switcher entre l'eau du puits et l'eau du réseau. Mais comme il fallait que ça puisse être fonctionnel aussi quand je suis pas là, il fallait que ce soit pilotable. Donc en fait ça se fait relativement bien, pareil avec un Sonoff et une voix. Mais ça n'empêche pas les fuites. Ça c'est toujours à vous. Et la serre connectée. Donc ça c'est un projet qui est de 2020, un projet du confinement je crois. Où là l'objectif c'était le même, c'était de piloter de l'eau. De pouvoir arroser sur commande et de pouvoir piloter aussi la partie ouverture de la fenêtre pour que ça aère la serre. Alors, je vous cache pas que le projet a un peu merdé, mais on le verra plus tard.
dans tous les cas, ce qu'on peut noter ici, c'est que c'est alimenté en 12 volts sur un panneau solaire. Donc on a aussi la possibilité avec des éléments basiques, que ce soit une valve connectée ou un moteur de lève-vitre, on a la possibilité de déporter des choses, y compris quand c'est offline, de lui apporter du courant suffisamment faible pour venir le piloter. En l'occurrence, il y a quand même du Wi-Fi jusque dans le jardin. Et la dernière, c'était la porte des poules, version guillotine. Donc pareil, elle est déconnectée complètement. Je voulais qu'elle soit autonome, donc c'est de la domotique, on va dire. Ouais, ça reste de la domotique, mais j'ai aucun contrôle dessus. Elle est uniquement pilotée avec un capteur de luminosité. Un capteur de luminosité, tout ce qu'il y a de plus chinois, qui en gros commute dès l'instant qu'on est en dessous d'un certain seuil. Et j'ai réutilisé le capteur. J'ai réutilisé le moteur de lève-vitre de la voiture, d'essuie-glace arrière plutôt, pour venir piloter ça. Donc ça c'est très basique, pareil c'est solaire, donc c'est autonome. Je vous cache pas que ce matin j'ai dû déconnecter le système parce qu'il a plu et que ça a fait gonfler le bois et que le capteur a pas capté. Et accessoirement, si la poule passe au bon endroit, au bon moment, ça peut... voilà. Bon, j'ai tout cassé, mais c'était pour avoir le plaisir de montrer la guillotine. Hein, tout n'est pas réussi. Hein. D'ailleurs, on va en profiter maintenant. Il nous reste 8 minutes 50. Ah non, d'abord on vous présente quand même les data centers. Donc ça, c'est nos data centers respectifs, donc dans des racks homologués. Avec une câblature aux petits oignons et un niveau de sécurité très avancé. Ouais. Donc on n'est pas peu fiers de vous le présenter. Ça a 9 ans d'existence, hein, moi je tiens à le dire. Non, beaucoup moins chez moi. Du coup, on vous a présenté nos petits délires, du hardware, du software. On voulait quand même prendre un peu de recul, histoire de se dire, bon, concrètement, on a fait ça, c'est bien. Enfin, non, c'était fun. Concrètement, est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est bien pour la planète ? Est-ce que c'est bien pour nous ? Déjà, il faut voir que aujourd'hui, ça continue de marcher. Il y a un certain nombre de choses qui ont changé, mais ça continue de marcher. Donc, c'est quand même quelque chose de globalement utile et utilisable. Donc, comme je vous le disais dans la serre, j'ai eu la bonne idée de... J'avais fait un système de refroidissement très chiadé, comme vous pouvez noter là-bas. Malheureusement, la température était prise à l'extérieur de la boîte et dans la boîte, il a fait très chaud et j'ai brûlé le SP, concrètement. Donc voilà. Et en fait, concrètement, je n'arrose plus du tout de la même façon. Je vais arroser une grosse fois tous les 4 jours. Et je n'ouvre plus la fenêtre, ça suffit pas. J'ai la fenêtre qui est ouverte et la porte qui sont ouvertes. Donc ça ne sert à rien. Donc c'était juste du délire. Je ne referai pas. Et pour les toilettes, eh ben, en fait, je suis passé aux toilettes sèches. Parce que finalement, ça consomme vachement moins d'eau. Donc, y a un certain nombre de choses. En fait, faut juste se poser la question de est-ce qu'il y a du délire ou est-ce qu'il y a vraiment une finalité derrière. Mais ce qu'on peut voir à la suite, c'est que en fait, ça nous donne des ordres de grandeur. Et ça, c'est quand même un truc qui est assez difficile à avoir. On peut supputer un certain nombre de choses, mais en fait, quand on les voit, ça change la donne. Dans l'informatique, c'est pareil, hein, quand on voit les temps de réponse qui changent, par exemple, ça nous interpelle. Bah là, c'est pareil. Un congélateur, globalement, ça consomme peu et périodiquement. Du coup, on va être capable aussi de détecter s'il consomme pas, on va se poser des questions. À côté de ça, un appareil résistif comme une cafetière ou un grille-pain, et bah là, ça se voit. Y compris à côté du chauffage, où là, moi, j'ai 2 chauffages de 2000 watts à la maison, donc 2000 watts le premier. 4000 watts quand le deuxième se déclenche, et quand je viens rajouter la bouilloire et le grille-pain, ça se voit. La bouilloire, c'est entre 1200 et 2000 watts, quoi. C'est pas une paille. Donc, en l'occurrence, je suis plafonné à 6 kg sur mon compteur. Les 6 kg, ils sont atteints quasiment. Donc, si j'ai un deuxième radiateur qui se déclenche dans une partie froide, je prends des risques sur le fait que ça coupe, quoi. Mais en attendant, ça permet de se rendre compte des différentes choses et de se dire, putain, est-ce que j'ai vraiment envie de faire griller mon pain ? Je sais pas. Bon, bref. Après, vous êtes maître du truc. Il n'empêche que quand on le voit, au moins on sait de quoi on parle et on a des ordres de grandeur pour savoir ce qui se passe.
Donc du coup, on est plus actif aussi sur le quoi de la maison et sur ce qu'on peut agir. Moi, par exemple, ce qui m'avait choqué sur mes courbes, c'était la consommation électrique, alors certes en heure creuse, de mon chauffe-eau. Qui montre skyrocket au niveau consommation et pendant un temps certain, que je sois là ou que je ne sois pas là, que ça soit indépendant de ma consommation électrique. Donc là, le simple fait de voir ça et de baisser la température de votre chauffe-eau vous permet déjà de faire des économies substantielles énergétiques. Un autre point, c'était mes radiateurs qui sont donc électriques et où je vois vraiment la différence, la consommation électrique la journée, que je sois là ou pas là. Donc là, tout pareil, un besoin de s'adapter, d'adapter l'usage des radiateurs électriques en fonction de la présence. Là, cette courbe-là, je la trouve vraiment intéressante. C'était en décembre dernier, où on avait un hiver à peu près normal. Et je retrouve ma courbe habituelle, donc de progression énergétique super importante des radiateurs, enfin de la consommation énergétique de la maison, due aux radiateurs. Heureusement, le réchauffement climatique est passé par là, et du coup, on a eu une baisse, enfin une remontée des températures, et du coup une baisse importante de consommation. Mais ce qui est vraiment critique dans le schéma, c'est de voir à quel point la température du dehors vient complètement chambouler votre consommation sans forcément que vous en aperceviez d'un point de vue confort au sein de votre maison. Et ça permet justement de prendre des décisions et de réduire un peu la température, de mettre un plus supplémentaire, enfin faire en sorte de réduire un maximum l'empreinte. Le petit pic qui est là, c'est juste la préparation du nouvel an. Donc c'est aussi simplement l'usage des appareils de la maison qui font que on voit la consommation directement. Et il faut voir d'ailleurs que ce qu'a mis en place EDF là, pour justement limiter la consommation en cas de période noire, c'était notamment de venir jouer sur votre compteur, jouer sur votre relais heure pleine, heure creuse pour éviter le déclenchement du chauffe-eau. Donc ouais, le chauffe-eau c'est la plus grosse résistance, à moins que vous ayez un autre système de chauffage, mais si vous avez un cumulus de base c'est 2500 ou 3000 watts et qu'on fait chauffer tout le temps. Qu'on fait chauffer tout le temps, même potentiellement juste pour maintenir les 65 degrés de base, alors que l'ADEME dit qu'il faudrait plutôt que ce soit 55 degrés, donc on fait chauffer une résistance pour avoir toujours de l'eau chaude. À un moment donné, il faut aussi simplement se poser la question de est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ça, d'autant, d'aussi chaud, etc. Donc on vous a montré nos projets passés et actuels, et on a quelques projets futurs. Donc moi j'aimerais bien mettre en place un système de sonnette connectée, un peu à l'image de Ring, continuer à améliorer l'intelligence de mes radiateurs et de ma consommation énergétique avec mes radiateurs électriques, et réussir, parce que j'ai d'autres stores, mais cette fois en IO Home Control, qui est un protocole bien verrouillé, mais verrouillé au niveau logiciel mais matériel. Il faut savoir que maintenant les moteurs de Velux ont des DRM à l'intérieur, et que si vous retirez le moteur et que vous voulez mettre des prises simplement pour piloter ça de manière électrique, vous pouvez plus. Une fois qu'il est appairé, il est appairé et il s'attend à recevoir un signal numérique chiffré pour un moteur. Et moi j'ai aussi d'autres projets, je sais pas si ça verra le jour un jour, mais domotiser des volets qui sont pas vraiment standards. Et d'électrifier le chat aussi, parce qu'il marche pas bien. En l'occurrence j'ai acheté moi une box, alors c'est la petite sœur de la Tasmota, c'est la Connexon qui permet de piloter les Velux, puisque j'ai pas du tout fait attention à ça il y a plus de 10 ans quand j'ai acheté les Velux, mais voilà, c'est un truc à la con. Clairement aujourd'hui, c'est voilà, à part payer, c'est très difficile de faire sans le protocole IO Home Control. Voilà, c'était notre présentation. On espère que vous a donné plein d'idées pour domotiser votre maison. Toujours dans un bon esprit de bidouillage, et puis dans le respect de l'environnement. Il faut voir qu'on consomme, on en parlait au début, on a une empreinte qui est non négligeable sur le fait d'avoir un serveur qui tourne par exemple, et sur la conso potentiellement de piles, d'énergie en général. Je pense que compte tenu des économies qu'on a fait en constatant les choses, aujourd'hui on est vraiment plutôt très bien encore en termes de progrès. Potentiellement peut-être que c'est quelque chose qu'il faudrait maintenant débrancher.
envisager ça. Mais en tout cas, se rendre compte, c'est quand même nécessaire pour agir. Donc voilà, monitorer, je pense que ce serait peut-être acheter des boîtiers, des ampèremètres, histoire de se rendre compte de ce que vous consommez, ça peut être déjà un bon début, mais sans aller jusque-là. Mais en tout cas, c'était très drôle, donc n'hésitez pas. Just on time. On a 20 secondes pour des questions. 17. 15. Oui. Est-ce que vous avez regardé le protocole e-Océan pour tout ce qui est maison renouvelable? Connecté? Ouais, non, c'est un vieux protocole en l'occurrence. Ça, on peut en parler ici. Ils ont une salle, avec du e-Ocean. En l'occurrence, je crois que c'est un peu complexe à mettre en œuvre. Mais c'est un protocole qui est encore assez connu. Après, il y a plein de choses qui sont en train de se passer dans l'univers du bâtiment connecté, notamment avec un certain nombre de standards. Comme il y a des standards énergétiques au niveau de l'isolation, maintenant il va y avoir des standards de connexion, avec la volonté derrière d'aller potentiellement connecter des voitures électriques pour les recharger au bon moment et réutiliser l'énergie, etc. Mais ce serait plutôt un truc conséquent. Ça se faisait il y a plusieurs dizaines d'années, je crois. Et au niveau du Cumulus, peut-être une électrovanne quand tu demandes de l'eau chaude pour purger le circuit et avoir directement l'eau chaude. Ouais, alors il y a plein de choses à réfléchir. Déplacer un petit cumulus sous l'évier ou changer l'emplacement du cumulus. Ouais, il y a beaucoup de choses à faire sur ce domaine-là. En tout cas, ça nécessite d'y penser. Il est mort. Time out.